Je vous propose aujourd'hui un exercice peut-être un peu périlleux. Périlleux d'abord parce que j'aurai peu de temps, mais aussi parce que c'est un exercice qui est peut-être mieux habituellement une forme écrite qu'une présentation orale. Alors, comme mon titre le dit, ce que je vous propose, c'est une tentative de synthèse, essentiellement théorique. Je pense que c'est le lieu pour le faire, alors je suis assez content, autour du concept d'imaginaire social. Et donc, ce que je vais présenter sera du point de vue de l'histoire culturelle. Une perspective qui n'exclut pas d'autres perspectives, mais qui est celle dans laquelle s'inscrit actuellement l'essentiel de mes réflexions. Donc, cette notion d'imaginaire, souvent associée aux perspectives archétypologiques, a longtemps été suspectée par les historiens qui, comme on le sait très bien, rattachent les phénomènes humains et langagiers à des forces socio-historiques plutôt qu'à des grandes matrices universelles. Or, la notion a pourtant aujourd'hui ses déclinaisons sociales et historiques et suscite d'ailleurs, depuis déjà plusieurs années, un engouement notoire dans le champ des études historiques et culturelles, où elle bénéficie d'un certain effet de mode. Mais si ces occurrences sont nombreuses, la notion reste encore, du moins chez les historiens, assez rarement conceptualisée, comme en témoigne notamment l'ouvrage programmatique que Pascal Horry a consacré à l'histoire culturelle. Alors, l'imaginaire social y est présenté comme l'objet par excellence de cette discipline, mais le concept n'y est pourtant jamais défini. Ce n'est pas un reproche, mais bien un constat. La notion a cependant fait l'objet de conceptualisations fortes, notamment en philosophie, avec la théorie castoriadienne de l'imaginaire social instituant. Parenthèse, théorie que l'on redécouvre avec profit aujourd'hui, comme l'indique par exemple la publication au printemps dernier d'un dialogue sur l'histoire et l'imaginaire social tenu en 85 entre Paul Ricoeur et Cornelius Castoriadis. Donc des conceptualisations fortes en philosophie notamment, et bien sûr en sociocritique, grâce aux travaux récents de Pierre Popovic. Donc c'est un peu cet effort de théorisation que je tenterai aujourd'hui de poursuivre et de synthétiser à partir bien sûr des perspectives qui sont les miennes et à partir d'exemples historiques qui seront issus surtout des réflexions et des analyses que j'ai effectuées dans le cadre de ma thèse et que prolongent actuellement donc mes recherches postdoctorales. Et donc je vais commencer d'emblée par souscrire au premier postulat de Pierre Popovic qui, dans son dernier livre, pour conceptualiser la notion, congédie d'emblée les usages terminologiques où la notion sert à désigner l'imaginaire de quelque chose, que ce soit l'imaginaire de la mort ou l'imaginaire du crime, par exemple, au profit d'un imaginaire social entendu comme ensemble mouvant et globalisant, donc dans lequel se produisent et se diffusent des représentations multiples de telle chose et de telle autre, comme la mort et le crime, mais et de bien d'autres choses par ailleurs. C'est donc cet imaginaire social cet imaginaire social au singulier que je tenterai de décrire, et non un ensemble d'imaginaires au pluriel, localisé et sectoriel. Et donc je vais procéder en me posant deux questions auxquelles mon exposé vise à répondre. Alors, première question, qu'est-ce que l'imaginaire social? Alors, pour commencer, un bref exercice de définition, synthétisant à la fois de manière un peu désinvolte pour des raisons liées aux contraintes de temps, et donc synthétisant à la fois les travaux existants sur la question et le résultat actuel, et donc nécessairement provisoire, des miens, travaux toujours en cours. Donc, par imaginaire social, j'entends essentiellement une force, donc un processus créatif qui fait qu'il y a une histoire humaine, c'est-à-dire du changement social et culturel étalé dans le temps, plutôt que rien, donc plutôt qu'une éternelle stagnation du même. La notion nomme en ce sens quelque chose de dynamique, auquel d'ailleurs tous les analystes qui l'ont utilisé ont été sensibles. En d'autres termes, l'imaginaire social peut être entendu comme un procès constant, ouvert et inépuisable de sémiotisation du monde. Donc ce n'est pas une fixité, mais bien un mouvement, ce que décrit chez Popovic l'idée de sémiosis sociale et chez Castoriadis notamment celle d'institution de la société, qui renvoie, pour une société donnée, et là je cite rapidement Castoriadis, à sa façon singulière de vivre, de voir et de faire sa propre existence, de faire son propre monde et ses rapports avec lui. Et ce, de manière essentiellement indéterminée, c'est-à-dire indépendamment de quelconque détermination naturelle avec un grand N. Donc l'imaginaire social, ce serait donc une sorte de faire advenir continuel. La capacité et la possibilité, dit encore Castoriadis, de toujours faire être des formes autres. Donc, à chaque époque, dans chaque société, l'imaginaire social engendre des ensembles de représentations plus ou moins durables et partagées,
qui adviennent, qui se diffusent et qui se transforment, ou pour le dire en une formule synthèse, il est cet ensemble composite de représentations par l'entremise desquelles les individus qui composent une société se représentent ce qu'ils sont et ce que sont et devraient être les autres, les institutions et les réalités qui les entourent. Bref, l'ensemble du monde social, avec son passé, son présent et son avenir, dans lequel ces individus et ces groupes sociaux sont continuellement plongés. Et donc, ces représentations s'offrent à l'analyse sous diverses formes, dans la mesure où elles sont bien sûr lisibles dans tous les langages qui circulent, mais aussi parce qu'elles s'incarnent dans des pratiques, dans des conduites et dans ce que les historiens appellent parfois des sensibilités. Je donne un exemple tiré de l'histoire culturelle du 19e siècle. Donc, dans le but d'entamer une sorte de généalogie de la raison sécuritaire, j'ai étudié récemment, à partir d'une lecture massive de la presse canadienne-française des années 1820 et 1830, l'émergence et les fluctuations à Québec et à Montréal d'un sentiment d'insécurité historiquement inédit, donc lié à une forte croissance des villes et à la peur d'une nouvelle criminalité urbaine perçue alors comme un phénomène endémique. Donc, pendant ces 2 décennies, le discours journalistique porte et manifeste très, très clairement cette peur collective qui est à la fois fondée et fantasmée, pourrait-on dire, cette peur d'être égorgé la nuit par des bandes de rôdeurs issus notamment de l'immigration irlandaise et corrompus par un système pénal à réformer. Pour résumer dans ces grands termes, c'est le discours qui se dégage de façon tout à fait claire de la presse. Donc, on voit donc ici des affects collectivement partagés, c'est-à-dire une peur très palpable liée à l'obscurité nocturne de l'espace urbain, et des pratiques, en l'occurrence le renforcement des effectifs policiers, qui s'enchaînent à des représentations collectives de la ville et du crime. Représentations que portent notamment beaucoup de textes littéraires de la période, et bien sûr le discours médiatique lui-même. Et c'est en ce sens, me semble-t-il, que Castoriadis décrivait l'imaginaire social, je cite son expression, comme de l'imperçu immanent. Immanent aux pratiques sociales, immanent aux comportements individuels, immanent aussi aux affects. Et donc pas seulement lisible dans les représentations, mais aussi immanent à tout un ensemble d'autres phénomènes sociaux. Donc, si l'on fait un arrêt sur image et qu'on isole telle ou telle époque, l'imaginaire social se présente à l'analyste comme une configuration particulière de discours et de représentation du monde. Mais l'imaginaire est essentiellement une force, et c'est cette force, ce mouvement, qui se manifeste dans l'émergence, la diffusion et la transformation des représentations du monde que l'histoire culturelle analyse et prend pour objet. Donc, deuxième question, un peu plus difficile dans la mesure où elle implique un passage du spéculatif à l'analyse faite à partir d'objets historiques concrets. Comment et de quelle manière cette force de l'imaginaire social se déploie-t-elle concrètement? Alors, pour tenter, je pense, de répondre à cette question, on peut, en allant du plus général au plus particulier, énumérer et définir 5 traits de l'imaginaire social, qui décrivent, à mon sens, la manière dont il agit ou opère dans l'histoire. Alors, premier trait, qui englobe les 4 autres qui vont suivre, c'est ce que j'appellerais sa dualité. Donc l'imaginaire social, en effet, a une double nature, ou plutôt c'est une force double, au sens où elle opère, si je puis dire, dans 2 directions en même temps. Et l'imaginaire, me semble-t-il, est en tension constante entre ces 2 pôles. Alors d'un côté, une inertie. On le sait depuis longtemps, tout ce qui se dit, tout ce qui s'écrit dans telle ou telle société reprend en partie du déjà dit et du déjà écrit. Toute production, toute création ne peut se faire qu'à partir de ressources langagières et de configurations préexistantes. Bref, dans toute production, il entre toujours une part de reproduction du même, par laquelle les formes, les discours et les représentations du monde se cristallisent, se transmettent et se perpétuent dans le temps. Et c'est cette inertie de l'imaginaire social qui fait qu'on peut repérer et retracer des ensembles de représentations partagées et durables. Je prends un autre exemple. Il y a plusieurs travaux récents qui ont retracé l'émergence et la cristallisation, en France au 19e siècle, de la figure imaginaire des bas-fonds urbains. Donc un amalgame entre le crime, le vice et la misère, et qui pendant plusieurs décennies vont dominer largement toutes les perceptions et les représentations de la grande ville, tout en s'exprimant aussi bien, quoique de manière toujours particulière en fonction des contraintes spécifiques rattachées à tel ou tel type de discours, et donc vont s'exprimer aussi bien dans la littérature populaire, dans la presse et dans le fait divers, que par exemple dans les enquêtes philanthropiques et sociologiques, et dans le discours politique.
Donc les villes en pleine expansion sont alors conçues comme étant parasitées par des forces qui, à la tombée de la nuit, sortent de leurs repères pour estourbir les honnêtes gens. Donc cette inertie de l'imaginaire social se manifeste aussi par la pérennisation de certaines figures, dotées dès lors d'une grande durabilité historique. Pour prendre cette fois un exemple tiré de mes recherches sur les crimes et criminels légendaires de l'histoire québécoise, plusieurs de ces figures criminelles obsédantes doivent une part non négligeable de leur célébrité, non pas tant à ce qui les distingue et les singularise, mais bien à ce qui les raccroche à un imaginaire préexistant, dont ils deviennent le symbole, l'incarnation ou la manifestation historique exemplaire. Les légendes traditionnelles de la Corriveau, par exemple, reprennent au 19e siècle québécois à la fois des éléments issus de la vieille démonologie, comme les figures de la sorcellerie diabolique et celles du sabbat nocturne, et des éléments narratifs indexés par les ethnologues, donc qui se perdent dans un fond folklorique oral et occidental, difficile à dater avec précision. Donc, en ce sens, la légende vient reproduire, à partir d'une figure irréductiblement nouvelle, celle de la Corriveau, des figures imaginaires déjà anciennes, qui se trouvent dès lors reproduites et pérennisées. Donc, le mouvement historique étant ici en même temps une sorte d'immobilité, un certain retour du même. Mais l'imaginaire social n'est pas seulement inertie. Ça, c'était le premier pôle. C'est aussi, d'un autre côté, et en même temps, une force de transformation. Et là, les exemples, évidemment, seraient ici innombrables, mais pour demeurer dans le même registre, celui de l'histoire du crime, on pourrait prendre l'exemple de Kamouraska d'Annebert, qui est, comme on sait, la réécriture d'un fait divers marquant du 19e siècle, ayant d'ailleurs fortement imprégné la mémoire collective. Donc, à partir des recherches pré-rédactionnelles que l'écrivaine mène dans les archives judiciaires, elle reconstitue avec une fidélité historique souvent insoupçonnée dans son roman le meurtre du seigneur de Kamouraska, qui est le fait divers à l'origine du texte. Mais elle va en livrer en même temps une interprétation qui, en 1970, renverse radicalement les versions littéraires et orales antérieures de l'événement. Donc les versions que conservait jusque-là la mémoire collective, renouvelant ainsi considérablement la lecture qu'on faisait depuis plus de 100 ans d'une histoire marquante des annales canadiennes françaises. Mais donc cette force de transformation n'est pas uniquement l'apanage de ce qu'on appelle parfois les grandes œuvres, car il entre en effet une part de création dans toute production langagière, qui, à moins d'être répétition littérale, constitue toujours en même temps un ajout, une innovation ou un déplacement. Donc fait advenir ou introduit quelque chose qui n'existait pas avant elle. C'est ce que Paul Ricoeur appelle dans le dialogue sur l'histoire et l'imaginaire social, et aussi ce qu'il appelle aussi dans d'autres de ses livres, donc la dialectique de l'innovation et de la sédimentation. Or, donc, cette dimension créative ou dynamique de l'imaginaire social induit un type d'analyse particulier qui se distingue, par exemple, des approches voisines fondées sur la notion de discours social. Dès lors que l'imaginaire se présente historiquement sous la forme d'un mouvement, la notion engage une analyse qui porte moins, ou du moins qui ne porte pas seulement, sur des fixités ou sur des grandes masses synchroniquement reconstituables, mais aussi, et surtout, sur des transformations étalées dans le temps. Ce qu'a résumé Dominique Khalifa dans la présentation qu'il a faite en 2014 lors de la journée d'études autour de Marc Angenot, la coupe synchronique, disait-il, en substance, ne permet pas de penser le destin des représentations sociales, donc leurs émergences et leurs extinctions, en un sens leur historicité propre. Donc, deuxième trait de l'imaginaire social, j'y vais plus rapidement, pour les prochains. Donc, deuxième trait, son historicité. En effet, l'imaginaire social tel que je le conçois et tel qu'il est conçu généralement n'est pas un ensemble invariant de représentations stables, mais un ensemble vulnérable aux transformations historiques et rattaché en divers lieux et en divers temps à des contextes précis et par le fait même à des ressources langagières et à des genres discursifs particuliers. Pour reprendre le cas des bas-fonds urbains au 19e siècle, c'est évident qu'on reprend à l'époque un certain nombre d'éléments qui existent antérieurement, comme par exemple la figure de la cour des miracles, que Victor Hugo réactualise dans Notre-Dame de Paris. Mais en même temps, les bas-fonds dont on commence à parler autour de 1830 sont en même temps une figure spécifique au 19e siècle, donc irréductiblement rattachée d'une part à une urbanisation et à une paupérisation rapide et sans précédent, et d'autre part à l'avènement de nouvelles formes de discours et de savoir. Donc d'abord une presse de grande diffusion,
c'est-à-dire l'apparition de ces nouvelles formes discursives que sont notamment le roman feuilleton et le fait divers. Ensuite, le développement de savoirs statistiques, policiers, scientifiques et sociaux qui vont établir de nouvelles manières de mesurer le social. Et donc, cette figure des bas-fonds a d'ailleurs perdu de nos jours son charme, son caractère opératoire et rassembleur. L'insécurité liée au crime s'étant déplacée, le Paris du 21e siècle étant moins menacé, par exemple, par des bas-fonds que, comme on dit aujourd'hui, par une violence des banlieues. Et donc, plus largement, je pense qu'on peut dire que certaines représentations sont éphémères, alors que d'autres, on le sait, comme les archétypes, par exemple, sont beaucoup moins périssables. Alors, toutes les représentations qui composent l'imaginaire social, en somme, n'ont pas la même vitesse d'évolution historique. Certaines naissent et meurent de jour en jour, alors que d'autres restent et durent pendant plusieurs siècles. Troisième trait de l'imaginaire social, justement sa socialité. Alors, ce caractère social ou collectif des représentations, cette socialité des représentations, qui se rattache tout autant à leur origine et à leur circulation qu'à leurs objets et à leur mode de production. Donc, ces représentations sont sociales d'abord par leur origine, parce que leur source n'est jamais strictement individuelle, puisque les individus, aussi créateurs soient-ils, les confectionnent à partir de ressources sémiotiques et de matériaux langagiers préexistants qui circulent et qui s'offrent à eux. En un mot, il y a du collectif dans toute parole individuelle. Ces représentations sont sociales aussi par leur circulation, puisqu'elles sont partagées par un certain nombre d'individus et de groupes sociaux. Sociales aussi par leurs objets, dans la mesure où elles portent sur des éléments d'un monde commun ou d'une expérience humaine qui est elle-même partagée. Sociales, enfin, par leur mode de production, parce qu'elles s'élaborent nécessairement au cours de processus d'échange, de communication et d'interaction. Les représentations étant toujours portées vers l'autre, c'est-à-dire produites pour être lues, vues, entendues. Quatrième trait de l'imaginaire social, sa pluralité. Donc l'imaginaire, en effet, même s'il est parcouru en chaque lieu et en chaque temps par des convergences et des cohérences, ne forme pas nécessairement, à mon sens, un tout homogène, donc administré par une cohérence rigoureuse. Il a quelque chose de plus labile et de plus mouvant. Il est traversé par des tensions et des concurrences. Donc les représentations sont ouvertes aux appropriations, sont toujours vulnérables aux transformations parce qu'elles s'élaborent dans des contextes précis, en réponse à des réalités particulières telles qu'elles sont vécues et perçues, et aussi parce qu'elles sont toujours produites nécessairement par des individus et des groupes sociaux qui occupent des positions déterminées dans l'espace social, et donc qui par conséquent ont des intérêts et des points de vue différenciés. Les représentations du monde, d'ailleurs, comme le dit et redit notamment la sociologie bourdieusienne, sont un enjeu de pouvoir et font l'objet de luttes politiques. Là, pour illustrer ce dernier point, on peut, toujours pour rester dans le domaine de l'histoire québécoise, on peut reprendre l'exemple que je citais tantôt, celui de la Corriveau, et de sa survivance dans l'imaginaire social. Alors, au 19e siècle, chez des écrivains masculins, c'est une figure folklorique érigée en véritable repoussoir, un véritable contre-modèle féminin. Or, un siècle plus tard, dans les années 1960, les recherches historiographiques vont déconstruire cette légende et donc ouvrir la porte à de nouvelles manières d'imaginer l'histoire de la Corriveau. Alors, elle devient non plus la meurtrière diabolique ou la barbe bleue canadienne, comme on l'a appelée, qu'on décrivait depuis 2 siècles, mais bien un symbole politique. Donc, une victime symbolique de l'oppression britannique d'un côté, et d'un autre côté, elle devient, dans l'écriture des femmes en particulier, une victime symbolique de la domination patriarcale. Alors, on invente une nouvelle Corriveau. Donc, double renversement, bref, du récit traditionnel, dont l'enjeu est évidemment politique. Donc, j'achève, 5e et dernier trait de l'imaginaire social, ce qu'on pourrait appeler sa disponibilité. Alors, je veux dire par là que l'imaginaire s'offre, au-delà des lieux et des contextes dans lesquels il émerge, il s'offre aux appropriations. L'imaginaire est irréductible aux cadres nationaux et ne cesse de défier les frontières. Il se répand, s'exporte, se diffuse, mais prend néanmoins, en chaque lieu, des visages particuliers. Alors, un exemple, encore autour de cette figure des bas-fonds urbains, qui se cristallise d'abord à Paris autour de 1830, et dont les mystères de Paris deviennent l'emblème littéraire à compter de 1842. Or, cette image dysphorique d'une ville envahie par des forces criminelles et souterraines va s'exporter très rapidement, avec les truchements matériels que sont l'exportation des journaux et des textes, et parfois aussi la circulation des personnes.
Mais elle s'exporte non seulement à Londres et dans quelques grandes villes européennes, comme on le sait, mais aussi sur plusieurs continents, comme le montrent actuellement les travaux sur l'essaimage mondial des mystères urbains. Et donc le Canada français ne fait d'ailleurs pas exception, même si ce n'est pas vraiment dans les 5 mystères de Montréal de la littérature québécoise qu'il faut chercher les traces évidentes de cet imaginaire, mais plutôt dans des romans souvent très obscurs, qui reprennent parfois d'Eugène Sue et de la figuration des bas-fonds des éléments explicites, mais toujours en les adaptant au cadre régional. Bref, en les logeant dans une géographie proprement canadienne. Alors, on assiste en somme à une sorte de canadianisation des bas-fonds parisiens. Les souterrains vont se déplacer de la jungle urbaine truffée de zones d'ombre à la périphérie immédiate des villes locales, où par exemple dans les textes littéraires, des cavernes et des forêts vont renfermer des associations criminelles organisées qui tiennent évidemment nuitamment la ville en alerte. Bref, on peut sans doute dire de l'imaginaire social qu'il vient dissoudre en ce sens les spécificités nationales, sans pour autant les abolir complètement. Donc voilà pour le 5e trait. J'arrête ici, un peu brusquement peut-être, mais dans l'espoir d'avoir réussi à synthétiser un certain nombre de choses que mes travaux actuels s'efforcent d'ailleurs de clarifier et de solidifier. Voilà.